Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire, présentation du bilan des activités 2018 de l'Institution nationale indépendante des droits humains. C'est à la faveur de la 3e session de l'Assemblée plénière de l'INDH lancée ce matin au Palais du Peuple. Bientôt, la mise en marche du projet Eau de Guinée, une initiative du gouvernement appuyée par la Banque mondiale. Le projet vient d'être présenté à l'ensemble des parties prenantes. Et puis, poursuite des travaux de l'initiative présidentielle dans le secteur agricole, une mission du ministère de l'Agriculture est allée évaluer les chantiers de désenclavement en Haute-Guinée et en Guinée forestière. Voilà pour le sommaire. Encore bienvenue à tous. Pour commencer, ce décret du président de la République. Décret D 2018-290 PRG SGG portant validation du thème de la 3e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, la 3e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix aura lieu du 17 au 23 décembre 2018 sous le thème 60 ans d'indépendance de la Guinée, une obligation de mémoire citoyenne. Article 2. La Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix vise à consolider la démocratie, l'état de droit et la culture de la paix. Promouvoir une citoyenneté responsable pour forger une culture de civisme et de la tolérance chez nos compatriotes et renforcer notre idéal national et le vivre ensemble du respect réciproque, du respect des lois, des institutions, des droits et libertés des citoyens. Article 3. La Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix sera célébrée sur l'ensemble du territoire national dans les représentations diplomatiques et à tous les niveaux de la vie publique, sociale et socio-professionnelle. Article 4. L'ensemble de l'administration publique privée et des structures socio-professionnelles est invité à tout mettre en œuvre pour la réussite de cet événement dans l'intérêt de la construction de la nation guinéenne, de son unité et de la culture citoyenne. Conakry, 5 décembre 2018, professeur Alpha Condé. Décret D 2018-292 PRG-SGG portant nomination d'un haut cadre au ministère du Commerce. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, Madame Guénès Sougoulé, magistrat, matricule 2097-68-JH-A2, précédemment en service à la Direction nationale du commerce extérieur et de la compétitivité, est nommée coordinatrice nationale adjointe du cadre intégré renforcé. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 5 décembre 2018, professeur Alpha Condé. Mesdames et messieurs, ouverture ce matin à Conakry du Forum économique Guinée-Belgique. Plus de 60 hommes d'affaires belges séjournent dans le pays à la recherche des possibilités d'investissement. Ils vont échanger pendant 4 jours avec le secteur privé guinéen sur les questions liées à l'agriculture, à la santé, le commerce et les mines. C'est le Premier ministre chef de gouvernement qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Hadi Kamara, bureau de presse de la primature. C'est une rencontre qui met en exergue la promotion de l'investissement privé pour un développement durable. Ici, ils sont plus de 60 investisseurs belges à se mobiliser pour discuter avec le secteur privé guinéen autour des questions comme l'eau, l'électricité, l'agriculture, la santé et les mines. Nous aimerions que davantage d'entreprises de la Belgique et de ces régions tirent parti des possibilités offertes chez vous en matière de commerce et d'investissement. Mais nous souhaiterions également que davantage d'exportations guinéennes se dirigent vers la Belgique. Et nous voudrions dans le futur voir plus d'entreprises guinéennes saisir les opportunités d'investissement dans notre pays. Cette mission s'inscrit dans un cadre et une opinion ferme que le monde est interdépendant et qu'un commerce international bien établi est une source de richesse pour tous. En somme, le bilan de la mondialisation est positif. Elle a fait naître beaucoup d'opportunités. C'est à nous de continuer à les saisir.
Tous les secteurs clés du développement du pays sont concernés par cette activité. Là-dessus, la Belgique a exprimé sa volonté d'accompagner la Guinée dans son élan de développement. Nous sommes prêts à rechercher avec vous et les institutions financières locales et internationales les solutions nécessaires pour aider nos PME à trouver plus facilement les fonds nécessaires pour leur développement. Nous sommes convaincus que l'Europe et la Belgique sont et restent pour vous et pour nous des partenaires d'affaires importants. Si nous sommes ici, c'est pour faire des affaires. Cette mission économique belge vient renforcer les relations commerciales entre la Belgique et la Guinée à travers une plateforme d'affaires susceptible d'impulser le développement de notre pays. L'aide publique au développement de la Belgique envers la Guinée se chiffre à peu près 53 millions d'euros dans le secteur de l'eau, de l'éducation et de la santé. Le suivi est la clé de cette réussite. Il faudrait que nous ayons un mécanisme de suivi aussi bien du côté guinéen que du côté belge pour qu'au jour le jour ou mois par mois, nous puissions savoir comment sont devenues les relations qui vont être tissées aujourd'hui. Quels sont les projets qui sont obtenus, comment est le financement. C'est un partenariat qui se veut pérenne et bénéfique. Sur ce, la Guinée ne veut rien lâcher et est déterminée à engager des réformes réelles pour assurer le développement durable de la Guinée. Cette mission illustre l'intérêt manifeste des milieux d'affaires belges pour la Guinée et nous conforte dans l'espoir de voir nos différents échanges se traduire par des partenariats durables et mutuellement bénéfiques. La Guinée et la Belgique entretiennent des relations d'amitié et de coopération qui ne cessent de se consolider et de se diversifier. Ces relations, il faut le souligner, se sont raffermies ces dernières années et ont revêtu une dimension toute particulière. Avec l'inscription, l'ambassadeur l'a rappelé, de la Guinée sur la liste des pays prioritaires au titre de l'aide publique au développement du gouvernement belge envers le monde en développement. L'élévation au niveau de l'ambassade à part entière du bureau diplomatique belge depuis le début de cette année, de même que l'installation de l'agence belge de développement Enabel à Conakry, sont autant de jalons posés dans la trajectoire de la nécessaire consolidation de la coopération guinéo-belge. Ces avancées notables vont impulser, nous n'en doutons guère, les échanges économiques et commerciaux dont le niveau reste encore bien en deçà de nos potentialités, comme en dénotent les statistiques sur le volume de transactions entre les deux pays. Avec ce partenariat déjà scellé entre nos deux pays, le gouvernement guinéen entend appuyer sur l'accélérateur afin de viabiliser les différents projets identifiés par les deux parties. Je vous le disais dans les titres, c'est parti pour la 3e session de l'Assemblée plénière de l'Institution nationale indépendante des droits humains. Ces travaux vont permettre à l'institution de dresser son bilan en matière des droits de l'homme en Guinée et de définir aussi les perspectives pour les années à venir. Reportage signé Habib Thiam. L'IDH se félicite. Après avoir largement dépeint le climat politique, la crise dans le secteur de l'éducation, bref, la situation des droits de l'homme en Guinée, l'Institution nationale indépendante des droits humains s'est également acquittée d'une tradition. Les résolutions des sessions précédentes ont été mises en œuvre. Je voudrais citer en particulier l'opérationnalisation de la clinique juridique, le déploiement de missions de monitoring des manifestations publiques, le paiement d'une partie des arriérés de cotisation auprès de la RINDAO ou le réseau des institutions nationales des droits de l'homme de l'Afrique de l'Ouest, la rénovation de la salle de réunion au siège de l'institution. Auprès de l'État, la légitimité de l'INIDH connaît encore un grand retentissement. Un climat de confiance conforté par l'engagement de cet organe de l'État à promouvoir la justice pour tous. Le dynamisme de cette nouvelle équipe s'est traduit par des initiatives heureuses qui ont permis l'organisation et la tenue régulière des sessions telles que prévues dans la loi, la rédaction des rapports d'activité,
du déroulement sur l'ensemble du territoire national des activités de promotion et de protection des droits de l'homme à travers le monitoring dans les lieux de privation de liberté, dont les maisons centrales, les commissariats de police et les brigades de gendarmerie. Pour tenir la manche, l'INIDH vient de renouveler ses 4 commissions permanentes. Je suis de la commission protection. Je suis responsable, une directrice nationale. Donc la protection m'incombe à plus d'un titre. Et compte tenu de tout ce qui se passe à travers le monde, tout ce que vivent les faibles. L'INIDH promet de doter son personnel d'équipements d'identification pour faciliter ses interventions en période de crise. Ce projet, comme tant d'autres, devra sa survie à celle de l'institution. Curieusement, le budget déjà insuffisant a été diminué de 31% dans le projet de budget 2019. Nous en appelons ici au ministère du Budget ainsi que l'Assemblée nationale afin que le budget de l'INIDH soit entièrement logé dans le titre 4 des transferts. L'Institution nationale indépendante des droits humains projette le 12 décembre 2018 une journée nationale de concertation sur le thème « Violence et culture de la paix ». L'idée est d'appeler à un débat citoyen pour une sortie de crise en Guinée. Justement, en parlant des droits de l'homme, les réfugiés ont aussi droit à un meilleur cadre de vie. En Guinée, le gouvernement s'active pour améliorer leur sort. Les acteurs concernés réfléchissent sur les méthodes de protection et d'intégration sociale à mettre en place. Le ministre de l'administration territoire préside la rencontre. Compte rendu, Maurice Sidibi. De nos jours, 2000 réfugiés libériens et sierra-léonais sont en cours d'intégration en Guinée. 2500 réfugiés ivoiriens ont exprimé leur intention de s'intégrer sur le sol guinéen. Pour faciliter ce processus, les différents acteurs concernés se penchent sur la mise en place d'une stratégie nationale d'intégration locale en Guinée. Il y a des anciens réfugiés libériens et sierra-léonais, ceux-là qui n'ont pas voulu rejoindre leur pays d'origine, qui ont dit qu'ils préfèrent mener le reste de leur vie en Guinée. Ils sont déjà engagés dans le processus de l'intégration locale. En prévision de la clause de cessation pour les réfugiés ivoiriens, il faudrait réellement que nous disposions d'un cadre de stratégie nationale pour pouvoir réellement mener avec efficacité tous les projets qui seront dédiés à l'intégration nationale. Pendant 2 jours, ces acteurs vont élaborer les textes d'application de la loi relative à l'asile et à la protection des réfugiés en Guinée. L'élaboration de ce document stratégique va rendre opérationnelle cette loi adoptée le 3 septembre dernier par l'Assemblée nationale. Ce document de stratégie va nous permettre d'avoir une meilleure vision sur tous les besoins de réfugiés, des documents d'identité par exemple, qui pourraient les aider à accéder à certaines microfinances ou de façon globale. Le mérite naturellement est à Monsieur le Président de la République qui n'a cessé de nous interpeller pour que rapidement cette loi soit élaborée, qu'elle passe à l'Assemblée nationale et que nos honorables députés se prononcent sur elle. Et enfin, Monsieur le Président de la République a fait la promulgation. Voilà donc un réel motif de satisfaction qui est aujourd'hui la nôtre et pour laquelle en tout cas je voudrais associer tout le peuple de Guinée parce qu'il s'agit d'une expérience qui a été déjà saluée de façon internationale parce que la Guinée fait la différence sur ce plan. Près d'1 million de réfugiés libériens, sierra-léonais et ivoiriens ont fui les guerres dans les années 2000. Plus de la moitié de ces réfugiés ont regagné leurs pays respectifs par le biais du rapatriement volontaire. Dans l'actualité économique à présent, concertation des acteurs clés des finances de l'État et des professionnels de banque. Objectif, harmoniser les idées sur l'application de la mesure des empreintes obligatoires au sein des entreprises nationales et étrangères. Compte rendu signé Mamadi Gassama, Daouda Tabansila. L'année 2019 s'annonce décisive au ministère des Finances et du Budget. Pour une mobilisation accrue des ressources internes, ils envisagent désormais d'instaurer les emprunts obligatoires au sein des entreprises nationales et étrangères. D'où cette rencontre d'échange avec les professionnels des banques, ceci pour harmoniser les idées avant l'application de cette nouvelle mesure.
Nous envisageons de procéder à des emprunts obligataires l'année prochaine. C'est-à-dire l'émission d'obligations que nous allons vendre auprès des banques. Les ressources que nous allons mobiliser à cette occasion nous serviront pour financer les travaux d'infrastructure en Guinée. Ça, c'est une première. En mettant cette nouvelle réforme en place, le ministère des Finances entend rétablir et consolider le partenariat entre le secteur privé et l'État. Au niveau du système bancaire, nous avons signifié au ministre et au gouvernement notre volonté, notre ferme engagement à être à leur côté afin que la politique de développement qui a été mise en place soit véritablement faite avec l'appui et le concours effectif des différentes banques de la place. Les jours à venir, la démarche sera élargie à d'autres entreprises de la place, l'objectif étant de mobiliser plus de recettes internes pour financer les projets d'intérêt public en Guinée et satisfaire les nombreuses demandes des populations. Deuxième grand titre de ce journal, le projet urbain Eau de Guinée est en marche. Il vient résoudre la problématique d'accès à l'eau potable. Le comité de pilotage déjà en place vient de tenir sa première réunion. Elle a porté sur la présentation du dit projet à l'ensemble des parties prenantes. Explication, Mohamed Seyar Souma. Le gouvernement guinéen et ses partenaires misent sur une nouvelle approche baptisée Projet urbain Eau de Guinée. Les cadres impliqués prennent connaissance du futur chantier hydraulique. Il repose sur 3 composantes. La première composante, c'est l'amélioration de la desserte en eau potable de la ville de Conakry. Et la deuxième action, ça concerne l'élaboration de 2 schémas directeurs et d'une stratégie d'assainissement pour la ville de Conakry. Alors, donc ça, c'est piloté par la DATU. La première composante, elle est pilotée par la Société des eaux de Guinée. Et la troisième composante, c'est l'appui institutionnel au ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Le projet urbain Eau de Guinée est perçu comme un projet intégrateur pour le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Il définira à l'avenir la voie à suivre pour les autres initiatives liées à l'exploitation durable et à la fourniture de l'eau. C'est un projet intégrateur qui permettra de lancer, de booster l'ensemble des autres projets qui sont en cours de montage. Je veux parler du 4e projet eau, je veux parler du projet de réhabilitation des installations qui est déjà en cours à la SEC. Le coût du projet est estimé à 30 millions de dollars, un montant accordé par la Banque mondiale depuis le 26 juin 2017 à l'État guinéen. La fin des travaux est prévue en juin 2022, soit une durée d'exécution de 5 ans. Sans transition, de l'eau à l'énergie, une autre rencontre de prise de contact vient de réunir les experts maliens et guinéens autour de l'interconnexion électrique Guinée-Mali. La session s'est soldée par l'adoption du programme du travail et le budget 2019 des unités de gestion. Nabi Kamara, reportage. C'est la première session du comité de pilotage supranational du projet d'interconnexion électrique 225 kV Guinée-Mali. Elle a porté sur l'examen de l'état d'avancement de ce projet qui se réalise dans le cadre de l'échange d'énergie électrique ouest-africain, WAP. Aujourd'hui, on n'est pas à la phase de lancement d'un projet, on est à la phase aujourd'hui de planification des activités parce que maintenant on est en décaissement. Ça veut dire que les bailleurs de fonds ont commencé à mettre l'argent dans le caisse. On est en train de tabler sur les activités de 2019. On voit d'abord l'état d'avancement depuis le début du lancement du projet jusqu'à aujourd'hui, les activités qui ont été menées et maintenant les activités programmées pour l'année 2019 et le budget est là. Donc nous sommes là dans ce cadre. Le comité de pilotage du projet d'interconnexion Guinée-Mali est composé de façon paritaire. 5 Guinéens, 5 Maliens et un secrétaire général issu du WAP. Au cours de cette session, le comité a dénoncé, entre autres, la non-harmonisation des documents de reporting des unités de gestion du projet et du retard du processus de recrutement de l'ingénieur conseil ligne et poste ayant entraîné un glissement des activités du projet.
On a créé les deux unités de gestion qui travaillent concrètement ensemble et un comité de pilotage supranational. C'est pour éviter de tels retards qu'on a fait un comité de pilotage conjoint pour résoudre les problèmes et aller très vite. Tout compte fait, nous sommes conscients que ce projet, à le comparer à d'autres projets, nous sommes fiers qu'il soit là où nous sommes aujourd'hui. Dans ses conclusions, le comité de pilotage du projet d'interconnexion électrique Guinée-Mali a adopté le programme de travail et du budget 2019 des unités de gestion du projet. Pendant ce temps, l'on crie à la forte dégradation des principales sources du fleuve Sénégal-Guinée. Une dégradation due aux actions anthropiques et au changement climatique. La mission de l'OMVS qui s'est rendue sur le site interpelle les pays membres de l'organisation pour des mesures d'urgence. Mohamed Pate Baldé nous fait le point. Cette mission conjointe au commissariat de l'OMVS et le réseau des journalistes chargés des questions de l'organisation vise à apprécier les actions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet de gestion intégrée des ressources en eau du bassin du fleuve Sénégal en sa deuxième phase. Dans les communes rurales de Douné, Tolo et de Dalaba, les actions du PGIR2 ont porté essentiellement sur la construction des gabions et des lavoirs le long du cours d'eau du Bafing, des magasins de stockage et la réalisation des étangs piscicoles au bénéfice des populations riveraines. Nous sommes à Douné, c'est de dire à la population, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Le seul que tu as, il faut bien l'entretenir, il faut bien l'assumer pour que demain, tu puisses en avoir beaucoup. La mission a également visité les principales têtes de source du fleuve Sénégal du côté de Mamou, notamment dans les communes rurales de Tolo. Ces sites sont aujourd'hui dans un état de dégradation inquiétant, une situation provoquée par des effets anthropiques et le changement climatique. Il n'y a pas de vie sans l'eau. Il n'y a pas de développement économique sans l'eau. Il n'y a pas d'agriculture sans l'eau. Notre stratégie, c'est de sensibiliser davantage, sans cesse, à protéger effectivement alors ces arbres-là. Des sites enviables en 1961. D'ailleurs, ces lieux étaient souvent visités par les chefs d'État du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie et du Sénégal. Le massif est en train de se dégrader petit à petit. Et il faut vraiment qu'il y ait un engagement ferme de nos États qui composent l'OMVS pour voir dans quelle mesure parer à cette dégradation-là. Déjà, l'organisation prévoit la réalisation du barrage hydroélectrique de Koukutamba dans la préfecture de Tougué pour une puissance de 300 MW et des mini-barrages pour compléter le déficit d'électricité en Guinée. D'autres actions comme la réalisation de la piste Labé Tougué, Dingiraï et Sigiri inscrites dans le programme seront bientôt lancées. Le changement climatique est également un débat en Pologne à la COP24 où se poursuivent les travaux sur la mise en œuvre de l'accord de Paris. Après des négociations autour des stratégies à adopter, l'heure est à la recherche des financements pour la délégation guinéenne. Pour le moment, on enregistre peu d'avancées concrètes dans ce sens. Envoyé spécial, Mohamed Alpha Baldé. 2 jours après l'ouverture des travaux de la COP24, les pays les moins avancés jugés plus vulnérables aux effets du changement climatique tentent de faire avancer les négociations sur le financement des projets d'adaptation, de résilience et de transfert de technologie. Les montants annoncés tardent à venir et une nouvelle logique est envisagée par les pays riches, principaux contributeurs. Les pays donateurs voudraient considérer une partie de l'aide publique qu'ils accordent à nos pays comme une contribution dans le gros package de l'enveloppe climatique, ce qui est inacceptable. Il n'y a qu'une vingtaine de chefs d'État présents et aucun des G20 qui sont en fait les principaux partenaires financiers. Parallèlement aux négociations, les différentes délégations guinéennes diversifient les rencontres avec de potentiels bailleurs pour espérer trouver des financements probables à certains projets nationaux allant dans le sens de la mise en œuvre des engagements de la Guinée qui sont de réduire de 13% ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Le PNUD avec la Guinée, ils ont des projets en cours
d'une valeur de 21 millions de dollars, donc 6 projets qui sont liés à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique en Guinée, aussi d'autres liés à la restauration des terres et tout ce qui est lié à la résilience des communautés. Pour évaluer l'impact des démarches et entretien de la représentation guinéenne, une rencontre de capitalisation et de partage d'informations est organisée chaque matin autour du ministre d'État, ministre de l'Environnement. Et puis l'initiative présidentielle dans le secteur agricole fait du chemin en Haute-Guinée et en Guinée forestière. Le projet consiste à promouvoir les cultures d'exportation pour soutenir les producteurs. Une promotion qui passe forcément par le désenclavement des zones de production afin de faciliter l'écoulement des produits. Une mission du ministère de l'Agriculture évalue ces travaux de désenclavement. Aboubakar Junior Camara. Pour la fertilité de son sol, la Guinée peut être le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Pour gagner ce pari, le chef de l'État initie les grandes actions dans le monde rural. Il s'agit notamment du désenclavement des zones de production agricole. Dans les régions de la Haute et de la Guinée forestière, plus de 700 km de pistes rurales et 200 mètres linéaires d'ouvrages de franchissement sont en chantier. Une mission du département de l'agriculture est sur le terrain pour évaluer le niveau d'exécution. Une opportunité pour les bénéficiaires d'exprimer leur reconnaissance à l'endroit du président de la République. Vers chez nous ici, c'est plus de 23 villages qui ont bénéficié sur la route là. Pendant la saison de pluie, on n'a pas de moyens pour transporter le riz envoyé à Senkor, envoyé à Beila. Nous sommes enclavés plus de 25 ans comme ça. Dieu merci, l'État nous a aidés pour nous donner 3 points cette fois-ci. Les villages qui sont désenclavés par rapport à ce pont ont des difficultés pour évacuer leur production. C'est seulement à bord des motos que vraiment ils font le transport de leur récolte. De Mamourdou dans Kankan à Fouala, dans Beila et Dogme dans Dabola, une joie s'empare des populations en voyant les routes en construction évoluer. C'est le lieu de remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence, professeur Alpha Condé, pour ce tact magnanime et inoubliable en faveur de notre population. Les chantiers de la Haute-Guinée sont en avance et ceux de la Guinée forestière accusent un léger retard à cause de la forte pluviométrie de la région. Les autres régions n'est pas comme la forêt. Ici, on a seulement 4 mois de saison sec et tout le long du temps, c'est la pluie. Donc, avant même les arrêts des travaux, on pouvait travailler seulement presque un jour sur 3. C'est-à-dire quand on travaille un jour, il faut faire 2 jours d'attente parce qu'il y a la pluie. Ça nous a beaucoup emmerdé. Depuis le démarrage des travaux, 50% de pistes rurales et 49% d'ouvrages sont réalisés. Nous avons fait une analyse avec les entreprises qu'on a trouvées sur le terrain ou les représentants. On s'est rendu compte quand même que l'avance que le gouvernement a payée à ces entreprises pouvait au moins les permettre, dans leur sous-lot, d'atteindre les 50%. Et tel n'est pas le cas sur certains. Les avances de démarrage perçues seront comptabilisés et vus. Si le travail fait sur le terrain dépasse l'enveloppe qui a été payée, on paiera le décompte. Mais pas de décompte pour le moment. Une mission du génie rural doit sillonner encore les zones du projet pour apprécier le niveau d'avancement des travaux. Le ministère de l'Agriculture s'engage à mettre des bouchées doubles pour que cette initiative présidentielle se concrétise sur le terrain en vue de promouvoir le développement à la base au bénéfice des populations. Toujours de l'agriculture spécialisée dans la recherche sur le riz de mangrove, la station de recherche agronomique de Koba met à la disposition des paysans côtiers des semences tolérantes à la submersion. Cette mise au point vient soulager ces agriculteurs souvent confrontés à l'inondation des champs rizicoles. Fodé Camara, Lancé Kamisoko. 3 variétés de riz hautement tolérantes à la submersion sont désormais disponibles dans les centres sémenciers du pays. Il s'agit du riz LL19 submersion, CK90 et Mbappéa, des variétés introduites en Guinée à travers le programme Africa Rice et améliorées par les chercheurs
de la station agronomique de Koba. Ici, on a mis au point où on est en train de multiplier des variétés qui sont tolérantes à la submersion. Ça veut dire quoi? Qu'il y a beaucoup de parties qui ne sont pas aménagées, où il y a de l'eau qui vient de façon sauvage, et les variétés de riz que vous avez peuvent supporter jusqu'à plus de 15 jours. Quand les variétés sont initiées par l'Irak, il y a une première génération qui est mise à la disposition du centre semencier traité, retournée aux producteurs. Les producteurs travaillent avec cette variété et reviennent au centre semencier traité pour les différentes générations. En expérimentation dans les plaines de Tatema, ces différentes qualités de riz suscitent de l'admiration chez les paysans. Cette année, Amara Maxime a bénéficié de l'une de ces variétés pour expérimentation. Pendant 15 jours, ce riz était sous l'eau. Après le passage de l'eau, le riz a poussé petit à petit jusqu'à atteindre ce stade de réussite. Et aujourd'hui, tout le monde veut en avoir en sémence d'ici la prochaine campagne agricole. Si vous parcourez les parcelles de production de riz dans la zone de Koba aujourd'hui, je vous dirais que plus de 50% utilisent ces variétés locales venues de chez eux, améliorées en station et qui est retournée à ces paysans. La variété Balanta est là, la variété Masaraka est là, Podea, qui est variété de mangrove, Kabeleya, et en dernière position, je vous dirais que même actuellement, il y a une variété qui est en vogue à Koba, c'est la variété Mbapea. L'une des difficultés des paysans reste la transformation du riz après la récolte. Pour résoudre cette difficulté, la Direction nationale de l'agriculture leur a offert 2 machines décortiqueuses. Et ce public reportage nous amène à la découverte d'une organisation humanitaire souvent citée dans les œuvres d'assistance sociale. Elle reste cependant peu connue. Pourtant, elle a 75 ans. Catholic Relief Service, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est présente en Guinée depuis le début de ce siècle sous l'invitation du gouvernement et de l'Église catholique. Alors, comment fonctionne-t-elle et quelles sont ses actions réalisées dans le pays? Élément de réponse dans ce reportage de Kerno Ousmane Diallo. Créée en 1943 par des évêques américains pour venir en aide aux victimes de la Seconde Guerre mondiale, l'organisation humanitaire Catholic Relief Service célèbre en cette fin d'année ses 75 ans d'existence. 3 quarts de siècle durant lesquels elle s'est illustrée dans l'assistance aux personnes vulnérables et dans le développement des communautés rurales à travers le monde. En Guinée, c'est à partir de l'an 2000 qu'elle a ouvert ses bureaux à Conakry, mais bien avant, elle soutenait le pays. CRS est connu dans le domaine de la santé, plus particulièrement dans le domaine de la lutte contre le paludisme. CRS aussi a répondu à participer dans la riposte contre la maladie à virus Ebola de 2013 à 2017. La célébration des 75 ans d'existence de CRS dans le monde est l'occasion de faire le point sur son accompagnement des États dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Actuellement, dans 25 préfectures de la Guinée, l'organisation travaille sur des projets comme la lutte contre le paludisme avec un investissement de l'ordre de 164 millions de dollars sur la période 2009-2020 pour aider à faire baisser la prévalence. De nombreuses actions sont par ailleurs menées pour la cohésion sociale et l'éducation avec une stratégie qui permet le développement des organisations locales. Nous ne mettons pas en œuvre directement nos projets, nous travaillons toujours à travers les partenaires. Donc ils nous rapportent, ils font des rapports et on s'assure qu'en même temps qu'ils font ces rapports, on les forme à la bonne gestion des fonds qu'ils reçoivent des bailleurs. Ce jeudi, une journée porte ouverte sera organisée au siège de Catholic Relief Service à Kipé pour faire comprendre davantage ses réalisations et ses ambitions pour la Guinée aux côtés de ses partenaires. On en vient à la rubrique Guinée en bref ou le résumé de l'actualité nationale sous forme de télégramme commenté ici par Aboubakar Gabi. À l'heure où l'installation des exécutifs communaux est en cours, les projets liés au développement local se renforcent. Le programme national d'appui aux communes de convergence se consolide. Au total, 20 collectivités sont concernées.
Elles seront soutenues dans l'élaboration et l'exécution de leur plan d'action opérationnel 2019-2020, conformément aux objectifs de développement durable et du PNDS. Les partenaires vont appuyer la mise en œuvre dans ces communes pilotes qu'on a choisies. Il y a eu 20 communes de convergence sur les 40 et dont l'Abbé avait 5. C'est les 5 qui étaient réunis à l'Abbé pour essayer de planifier des activités pour les aider à maintenir les agents de santé, pour rapprocher les services de santé à la communauté. C'est une caravane de collecte de sang. Le ministère de la Justice constitue la première étape de cette opération. Un acte civique qui va aider à atténuer le besoin en produits sanguins dans les hôpitaux du pays. Le vocable volontarisme est très important. On sait qu'on n'est pas malade. On donne volontairement son sang pour sauver d'autres vies. Le principe du don du sang est quelque chose de très important. Très important pour les êtres humains, très important pour les citoyens. L'organisation de la foire internationale en Guinée a pour but de faire la promotion de nos potentialités économiques et culturelles et de contribuer à l'épanouissement de la jeunesse. C'est en ces termes que le directeur du Centre international pour la protection et d'échange a ouvert cette conférence de presse. Une conférence qui a traité du report de ce rendez-vous annuel initialement prévu du 7 décembre 2018 au 7 janvier 2019 à Conakry et qui finalement va avoir lieu la mi-décembre. On est confronté à l'amalgame que certains sont en train de véhiculer comme quoi le CIEPEX est un soutien des mouvements sociaux, est un soutien des organisations politiques ou un soutien des organisations syndicales. Donc on a voulu faire taire ces rumeurs. Ils sont au nombre de 317 candidats, dont 37 femmes, à prendre part à cette présélection des imams. Au terme de cette évaluation écrite et orale en langue arabe, seulement 100 meilleurs imams seront retenus pour suivre au Maroc une formation religieuse axée notamment sur la jurisprudence islamique. Une manière pour le secrétariat général aux affaires religieuses de juger le niveau de formation de chaque candidat et de sélectionner ceux qui répondent aux critères pour sauver l'image de la Guinée. Leur formation islamique et théologique, c'est une fierté pour nous parce que ça va contribuer, pas seulement pour le capital, mais sur toute l'étendue du territoire national, à améliorer les conditions de gestion de nos activités religieuses. Deux fillettes, toutes âgées de 9 ans, sont victimes d'agressions sexuelles. Elles auraient en commun un même bourreau. L'enquête a été aussitôt ouverte par l'Office de la protection du genre, de l'enfant et des mœurs. Le présumé auteur est aux arrêts. Le vendredi soir, que nous avons pu mettre main sur le présumé auteur qui est Daouda Bangoura, âgé de 42 ans, qui a violé 2 fillettes de 9 ans. Et comme le viol est condamné et puni par la loi, le code pénal guinéen, son article 268 du code pénal, c'est pour cette raison que ce monsieur se trouve dans nos locaux. Recherche scientifique à l'université Amadou Dieng encourage les nouveaux start-up. Elle vient de procéder au lancement du programme UAD Incube avec le financement de 3 projets à hauteur de 50 millions de francs guinéens. C'est un public reportage signé Guénéa Sané. Voici le résultat d'une méditation féconde. Ce dispositif électronique est appelé AgroPlus. Il est conçu par Fanta Kouyaté en fin de cycle à l'université Amadou Dieng. Un incubateur qui se veut une start-up à l'avenir. Doté de plusieurs circuits électriques par un programme C et C++, AgroPlus permet de déterminer le type de sol adéquat à une culture donnée. C'est ce capteur-là qui sert ici à déterminer le type de sol. Quand vous prenez ce capteur, vous vous mettez sur votre terrain et vous commencez à faire l'analyse à travers ce capteur. Et automatiquement, dès que vous finirez de faire l'analyse, il vous envoie le résultat.
soit il vous dit le sol est cultivable et il vous indique aussi le type de culture qui est possible là-dessus. Comme Fanta Kouyaté, Mamadou Sellou Diallo, lui, a inventé un bracelet électronique. Cet autre incubateur permet à celui qui le porte de connaître les bases de données de sa vie dès qu'il active le bracelet. Ces jeunes pousses sont incubés par Amadou Dieng depuis leur cursus universitaire. L'idée, c'est de créer le maximum d'opportunités pour nos étudiants. Vous savez, après les études, certains étudiants vont dans le monde professionnel, certains vont dans la recherche en s'inscrivant à un master, certains vont dans l'entrepreneuriat. Le problème avec l'entrepreneuriat, c'est que c'est l'accompagnement. Aller de l'idée au projet. Et c'est pour ça qu'on est là. On met tout en œuvre à travers des partenariats. Nous avons décidé de mettre un montant de 50 millions de francs guinéens pour les 3 premiers projets. Le concept, c'est quoi? Il est prévu que chaque 3 mois, chaque 6 mois ou 3 mois, des idées d'incubation soient prises en charge, accompagnées et financées. Les lauréats, les projets lauréats vont bénéficier d'un montant de démarrage qui va leur permettre d'avoir des prototypes. Et de ces prototypes, avec les institutions, Amadou Dieng va aider les étudiants à avoir des financements. Le projet incubateur d'Amadou Dieng a commencé il y a une année. Il a en son sein une quinzaine de projets. Des projets accompagnés par la francophonie et l'UNESCO. Une manière d'offrir des opportunités aux étudiants dans l'entrepreneuriat jeune. Sport en bref, la 3e édition du tournoi corporatif des médias guinéens doté du trophée Mamadou Antonio Soiré a démarré ce mercredi au terrain de proximité de Nongo. Un match d'ouverture groupe Gangan a été battu au tir au but par Star 21 TV. Demain jeudi, l'équipe championne de la compétition, l'Ouragan Football Club de la RTG, fera sa première sortie face à Global FM à 16h. Cette 3e édition porte le nom de Feu Abdoulaye Ba, journaliste décédé en juillet 2018. Bonne chance donc à l'équipe de la RTG. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. L'info revient demain dans la journée avec Seydouman. Et moi, je vous retrouve à 20h30. Bonne soirée, à demain.